Et on va enchaîner avec une présentation qui va nous être faite par Jean-Luc Danger. Donc Jean-Luc est directeur d'études à Télécom Paris Tech, où il anime le groupe de recherche sur les architectures des systèmes électroniques numériques. Il mène des recherches sur la sécurité des systèmes embarqués en particulier. Il a aussi cofondé la société SecureIC, qui est l'une de nos... On parle toujours de start-up là ou pas encore? C'est plus une start, c'est une spin-off, mais c'est plus maintenant. Oui, mais c'est plus qu'une spin-off. Je veux dire, c'est une PME maintenant. Ah oui, c'est plus une start-up. Voilà. C'est une grosse boîte. C'est une boîte qui nous sommes 25. Voilà, donc qui compte maintenant dans le dispositif. Et Jean-Luc organise aussi un certain nombre de conférences, donc COSA des Proofs, et éditeur de la revue Journal of Cryptographic Engineering. Et nous va nous parler aujourd'hui de la sûreté et sécurité des circuits électroniques. Je pense que tu ne manqueras pas d'avoir une question sur la différence entre sûreté et sécurité, évidemment, qui est évidente. C'est par là d'ailleurs. Voilà, tu vas peut-être commencer par là. Est-ce que ça va comme ça au niveau du son? Il faut... À quelle distance? C'est bon? Alors, merci beaucoup pour cette organisation. Donc, je vais vous parler de la sûreté et la sécurité des systèmes embarqués et des circuits électroniques. Alors, effectivement, la sûreté, c'est l'étude générale des défaillances face aux problèmes d'environnement, de rayonnement, voire de vieillissement. Et la sécurité, ce sont des problèmes. Ça va comme ça? Oula, c'est un peu comme une glace, quoi. Est-ce qu'on peut amplifier un petit peu le son? Ok. Et donc la sécurité, c'est l'analyse de robustesse face aux attaques malveillantes qui peuvent être engendrées par des êtres humains. Donc c'est ça la grosse différence entre les deux propriétés de sûreté et de sécurité au niveau des systèmes. Alors en anglais c'est un petit peu différent parce que security s'englobe également la sûreté de fonctionnement. Enfin on va parler de fiabilité ou sûreté de fonctionnement en français. Alors en ce qui concerne l'organisation de mon talk, enfin de mon exposé qui va durer 20 minutes, alors j'ai une centaine de transparents donc je vais aller très très vite. Donc je vais commencer par la sûreté. Et ensuite, on va attaquer, c'est le cas de le dire, la sécurité. Alors, en ce qui concerne la sûreté, donc en fait, tout le monde connaît, je pense, la fameuse courbe en baignoire qui illustre la fiabilité d'un système électronique. Ça va, David? Au niveau du son donc en fait, par rapport au temps. C'est-à-dire qu'en fait, un produit, malheureusement, ou heureusement, parce que pour notre société de consommation c'est bien, il est pas, comment dirais-je, utilisable très très longtemps. Il y a une durée de vie qui est limitée. Alors déjà ça commence très mal parce qu'il y a des erreurs de jeunesse, il y a des défauts qui sont dus à la mortalité infantile, ce sont des défauts de fabrication tout simplement. Ensuite, eh bien, il peut y avoir des défaillances transitoires qui arrivent. Par exemple, ça peut être du rayonnement qui impacte le bon fonctionnement, mais c'est transitoire. Donc, ça peut être le rayonnement cosmique, par exemple. On est sans arrêt bombardé par de rayonnement cosmique, en particulier dans les avions. Ensuite, eh bien, il y a le problème de vieillissement. Effectivement, les circuits électroniques vieillissent en permanence. Donc, il faut effectivement faire attention à ça, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, notre circuit n'est plus opérationnel. Et alors, dans les nouvelles technologies, c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'en fait, la remontée de la baignoire va se rapprocher, c'est-à-dire que la baignoire va être de plus en plus petite. Donc la durée de vie la durée d'utilisation va être relativement faible. Et la baignoire va remonter. C'est-à-dire que les technologies sont tellement fines qu'elles vont être d'autant plus impactées par les défauts transitoires comme le rayonnement. Donc ça, c'est un des gros problèmes qu'on rencontre dans les circuits électroniques et qu'on va rencontrer de plus en plus. C'est ça, donc il faut vraiment avoir conscience de ce problème-là, parce que c'est un problème qui va vraiment arriver, qui nous arrive et qui va arriver de plus en plus avec les nouvelles technologies qui sont de plus en plus fines. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'Institut Mines-Télécom face à ce problème-là? Eh bien, dans un premier temps, il faut qu'on choisisse, il faut qu'on analyse la robustesse des architectures face à ce problème de manque de fiabilité. Il faut choisir la meilleure architecture et il faut améliorer les architectures, mais pas n'importe comment. Il faut les améliorer aussi en prenant en compte des contraintes tout à fait classiques d'implantation de systèmes embarqués et de circuits électroniques, à savoir les contraintes de basse consommation, les contraintes de vitesse et les contraintes de complexité. Donc en fait, il faut quelque part trouver le meilleur compromis, le meilleur barycentre en fait, par rapport à toutes ces contraintes-là.
Alors en plus, il y a la sécurité. Bon, ça, j'en parlerai tout à l'heure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, à Institut Mines Télécom? Eh bien, on se préoccupe des niveaux architecturaux. Alors, il faut savoir que déjà, les problèmes de fiabilité engendrés, les fautes, eh bien, elles impactent directement le procédé technologique. Donc, c'est le niveau physique très bas. Donc, c'est le niveau procédé technologique tout en bas que se produisent les fautes. Et bien, effectivement, par exemple, les rayons cosmiques, ça se transforme en neutrons dans le procédé. Donc, ça peut faire ce qu'on appelle des bit flips, des changements de valeur dans les mémoires, par exemple, etc. Eh bien, nous, au niveau, on regarde, on étudie l'évolution montante quelque part de ces fautes au niveau de l'architecture, c'est-à-dire on regarde au niveau de l'architecture des transistors déjà qu'est-ce que ça fait, ensuite on monte au niveau logique, au niveau des portes, et ensuite après on va au niveau système, etc. Donc on se préoccupe essentiellement des aspects architecturaux de notre système embarqué pour regarder qu'est-ce qui se passe par rapport aux défaillances. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans un premier temps, avant de trouver des solutions robustes, il faut analyser. Alors c'est donc la première chose à laquelle on s'est attaqué. On essaie de trouver des métriques qui vont nous permettre de quantifier le degré de robustesse des systèmes embarqués. Alors il y a deux grandes métriques. Par rapport à la métrique de, je dirais, de vieillissement, par rapport au problème de vieillissement, il faut qu'on estime la durée de vie. C'est-à-dire au bout de combien de temps on va commencer à voir des phénomènes de vieillissement arriver. Et en fait, combien on peut estimer la durée de vie d'un produit. Deuxième métrique, c'est une métrique beaucoup plus générique, ça concerne toutes les fautes, c'est la métrique de défaillance qui peut se traduire par un paramètre de fiabilité. Donc c'est la fiabilité d'un bloc général, enfin d'un système complet. On va essayer de formaliser la fiabilité grâce à une équation qui va représenter la fiabilité. Mais ce n'est pas uniquement ça, on va essayer aussi, dans un deuxième temps, comme ce sont des architectures, on a affaire à des blocs qui contiennent des sous-blocs et des sous-sous-blocs, etc. On va essayer de quantifier la tolérance de ces sous-blocs, parce qu'on a toujours affaire à des architectures hiérarchiques. On va quantifier au niveau de chaque sous-bloc et sous-sous-bloc les tolérances aux fautes de chaque élément, de façon à remonter ensuite pour avoir une tolérance globale. Et aussi, on va essayer d'analyser la criticité des sous-blocs, à savoir comment ils impactent la fiabilité. Il y a des blocs qui impactent beaucoup plus la fiabilité d'ensemble que d'autres. Donc on va essayer de comparer, relativiser un peu l'impact de ces sous-blocs. Alors en ce qui concerne la durée de vie et la dégradation des performances, on a une approche tout à fait montante, bottom-up. Et donc clairement, ce sont des phénomènes physiques comme NBTI, FCI, il y en a plein, d'électromigration, etc., qui font que le vieillissement il s'accélère dans les nouvelles technologies. On a une approche montante. Alors, comment on fait? Normalement, il y a des simulateurs électriques qui font ça, et qui considèrent des modèles de transistors qui sont normaux, je dirais, qui ne sont pas vieillis, et d'autres qui sont vieillis. Alors, ça prend énormément de temps. Donc, nous, on a une approche qui consiste à justement hiérarchiser de façon à pouvoir gagner en temps de simulation une estimation de la durée de vie des composants. Donc, ça, c'est la première approche. En ce qui concerne l'approche générique sur la fiabilité d'un système face aux fautes d'une façon, je dirais, globale, quel que soit le type de défaillance, qu'est-ce qu'on fait couramment? On va directement dans des endroits hostiles. Par exemple, au sommet de la montagne, et là, c'est là où il y a le plus de rayonnement cosmique, on se met dans un avion et on regarde la sensibilité des systèmes embarqués face aux fautes qui peuvent provenir du rayonnement. On peut faire également des expériences laboratoires, on peut faire appel à des injecteurs de fautes. Alors, on fait souvent appel à des lasers, qui sont des instruments quand même qui sont relativement onéreux, et donc dans ce cas-là, on peut avoir effectivement une vraie sensibilité face, une vraie, surtout quand on est dans l'environnement réel, donc du système face aux fautes potentielles. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à l'IMT? Nous, on n'a pas fait ça parce que c'est quand même assez cher. On pourrait le faire, si David le permet. Mais on travaille surtout au niveau des modèles. On essaie de bâtir des modèles qui sont les plus fidèles possibles, qui représentent le mieux possible la fiabilité. On a bâti beaucoup de métriques qui vont permettre d'avoir une vraie valeur de fiabilité, de tolérance, de criticité, etc. Alors, par exemple, je vais vous présenter un modèle, mais on ne va pas aller trop dans les détails, on n'a pas le temps. Il y a un modèle qu'on appelle Probabilistic Minimal Reliability Model, le PBR, qui en fait prend en compte des probabilités. La fiabilité, c'est une probabilité. On prend en compte, c'est un calcul de probabilité. On va prendre en compte déjà dans un premier temps la probabilité sur les entrées.
donc qui sont exprimés en bleu là, dans le transparent. On va prendre en compte la probabilité d'occurrence de faute. On va prendre en compte aussi un paramètre très important, c'est la probabilité technologique de faute ou de non-faute. Hein. QQ, c'est la non-faute ici. Enfin, et en fait, du coup, eh bien, on va intégrer donc, ce paramètre technologique. Alors évidemment, on peut le modifier, mais ça, c'est un paramètre constructeur, on n'a pas accès directement. Donc chaque constructeur a ce paramètre-là. Et on va surtout prendre en compte un masquage logique. C'est-à-dire, en fait, une porte E, par exemple, si on met un 0 à l'entrée, ben, s'il y a une faute à 1 sur l'autre entrée de la porte E, ben, une faute à 1, oui, effectivement, on a 0 passé à 1, ben, ça n'a aucun impact. Donc il y a un masquage logique. Donc on prend en compte également ce phénomène-là. Donc on arrive à une probabilité qui est relativement fiable, hein, une fiabilité qui est relativement fiable, c'est le cas de le dire. Donc on arrive à une métrique qui est relativement bonne en termes de précision, mais que ça demande beaucoup de temps de calcul. Donc dans la littérature, on a d'autres métriques qui existent, hein, comme les calculs matriciels. Alors, je passe sur les détails. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est les calculs matriciels donnent une vraie valeur de fiabilité. C'est hyper précis. Sauf que c'est très très coûteux en temps de calcul. Donc on a simplifié un petit peu tout ça. On a effectivement fait des calculs matériels avec des matrices plus petites, par exemple. On a également d'autres procédés qu'on appelle le SNAP. Alors SNAP, ça veut dire ça va très vite. Et donc c'est un peu moins précis, mais ça va très vite. Et surtout, ça permet l'émulation dans le circuit électronique. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir un calcul rapide de la fiabilité, on peut passer par des émulateurs qui vont nous permettre d'arriver tout de suite à un résultat. Donc on a dressé des tableaux de comparatifs entre ce qui existe dans la littérature, c'est PTM qui existe, et nous, ce qu'on a fait à l'IMT, ben, on a élaboré d'autres métriques qui sont plus ou moins précises, plus ou moins complexes, plus ou moins adaptables, flexibilité-complexité, et qui peuvent permettre également de faire de l'émulation du prototypage. Donc on a essayé de dresser des métriques. Alors c'est toujours perfectible, hein, les métriques, parce qu'en fait, vous avez pu vous rendre compte, le fameux paramètre technologique, eh bien, il est propre à tout, il est homogène, c'est-à-dire qu'il est propre à tout le circuit. On peut imaginer des métriques beaucoup plus précises encore. Bon, ça c'est dans le travail à venir par la suite. Alors en ce qui concerne les architectures tolérantes, oh là, j'ai plus que 5 minutes, mais c'est pas possible. J'ai plus que 5 minutes. Bon, alors je vais passer à la sécurité. Je suis désolé. Non, mais c'est incroyable. Hein. Donc, là, c'est le haut de la courbe de la baignoire. Là, alors, on y va. Pour la sécurité, alors, bon, je suis désolé, bon, il y aura peut-être des questions sur la fiabilité. Alors, pour la sécurité des systèmes embarqués, je vais vous parler donc des problèmes de sécurité. Alors, pourquoi les problèmes de sécurité dans les systèmes embarqués? Il y a la cryptographie qui existe, ça marche très bien, heureusement. La crypto, elle est là pour effectivement donc, nous procurer eh bien, un très haut niveau de sécurité dans les cartes puces notamment. Mais le problème justement dans les cartes à puces et les systèmes embarqués de façon générale, c'est que les attaques, on ne les fait pas d'une façon mathématique par la cryptanalyse. On peut les faire d'une façon physique. C'est-à-dire en fait, l'idée des attaques physiques, eh bien, c'est de considérer non pas les canaux fonctionnels où on récupère les données directement, on utilise souvent des canaux non fonctionnels. Par exemple, le champ électromagnétique, par exemple, quand on fait un calcul. Donc, quand on a à disposition le calculateur, on peut faire des attaques physiques en utilisant les canaux fonctionnels, non fonctionnels des calculs ou les variables internes donc, du système embarqué, eh bien, qui est fonction du secret qu'on veut trouver, eh bien, est reflétée, enfin son activité est reflétée par le biais de ces canaux non fonctionnels. Donc il y a des fuites d'informations. Donc la crypto, c'est bien si on n'a pas accès au calculateur, mais quand on a accès au calculateur, ça se corse parce qu'on peut faire des attaques physiques. Alors, donc en fait, quand on a des fuites d'informations, alors l'archétype, alors j'ai cité la carte à puce, mais évidemment il y a plein d'autres systèmes qu'on peut attaquer, notamment les systèmes embarqués dans la voiture, les RFID, etc., etc. Tous les systèmes dont on a accès, où on a accès directement au calcul, eh bien, sont attaquables. Alors en plus de ça, la sécurité physique, en plus de se préoccuper de la sécurité physique, on peut se préoccuper également des cyberattaques. Alors c'est un buzzword maintenant, tout ce qui est cyber, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau matériel, dans les systèmes embarqués, on peut également prendre en compte ces cyberattaques, parce qu'un système embarqué, c'est avant tout du logiciel qui repose sur du matériel. Donc, on a également des virus, d'injection de code également qui peut arriver dans ces systèmes embarqués. Donc, le matériel peut également contrecarrer eh bien, les malwares, enfin les vulnérabilités venant du logiciel. Alors, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, je suis désolé. C'est vrai que c'est un exposé qui devait durer 2 heures, il me reste plus que 2 minutes. Super, merci Audrey. Alors en ce qui concerne les attaques qui existent, alors bon, juste pour la culture, on va rester d'une façon très superficiellement. Je vais vous donner un petit peu quels sont les différents types d'attaques et
pour vous dire qu'après, derrière, on a plein de protections, heureusement. Hein. Alors, quelles sont les attaques qui existent? Donc, ces attaques en observation, j'en ai parlé. Donc, on regarde le champ électromagnétique. Mais il y a des attaques encore plus puissantes, enfin, elles sont très puissantes si on a les moyens, c'est des injections de fautes. C'est-à-dire qu'on peut perturber le calcul. Par exemple, si on peut chauffer le composant, eh bien, ça crée des fautes si on chauffe. Si on diminue la tension d'alimentation, ça crée des fautes, etc. On peut avoir des lasers, etc. Mais bon, c'est très très puissant et c'est ce qui est utilisé dans le centre de certification. On peut faire des attaques dites en sondage. Tout simplement, là, on ne se casse pas la tête, on prend des pointes et on sonde, on regarde ce qui se passe sur les bus de communication entre un microprocesseur et une mémoire, par exemple. On peut faire de la rétro-ingénierie de circuits, on peut même avoir des chevaux de 3 comme en logiciel, on a des chevaux de 3 matériels, on peut faire des attaques un peu plus onéreuses qui sont à base Focus and Bib, et on peut faire des cyberattaques dans les systèmes embarqués. Donc il y en a d'autres, hein, mais ça c'est les principales attaques qu'on trouve dans les systèmes. Alors c'est pour vraiment comprendre comment ça marche, il faut faire appel à plein de compétences, donc il faut faire appel à des compétences électroniques pour acquérir le signal, en particulier pour les attaques par canaux auxiliaires, par observation. Il faut faire appel à des compétences en traitement du signal pour pouvoir traiter l'information, augmenter le rapport signal-bruit pour pouvoir effectivement analyser ce qui se passe au niveau de l'observation. Et il faut être capable de distinguer, c'est-à-dire être capable d'extraire des classes d'informations à partir de laquelle on va pouvoir, si on fait la bonne hypothèse de clé, dire voilà c'est la bonne clé plutôt que les autres clés. Si on a affaire à un système crypto, mais on peut attaquer bien d'autres systèmes. Alors pour terminer, et je vais m'arrêter là, je vais vous présenter un petit peu les enjeux, le contexte et les enjeux de notre recherche à l'Institut Mines-Télécom sur la sécurité des systèmes embarqués. Donc c'est ce transparent-là qui illustre un petit peu ce qu'on fait. Donc première chose, on essaie de comprendre les attaques tout en haut. Parce qu'il y a plein d'attaques potentielles. Hein, il y a énormément d'attaques, on essaie de les comprendre, de les analyser. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est quand même de faire des protections. On n'est pas des pirates, on essaie avant tout de trouver des solutions. Donc première chose, on essaie de faire ça. Alors pour que ça marche bien, on a organisé un concours qui s'appelle le DPA Contest international. Alors ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que ce sont des Chinois qui participent à ce concours. Il faut vraiment faire attention. Donc la Chine prend énormément de... considère ce phénomène de sécurité système embarqué, considère que c'est un point extrêmement stratégique. Donc il y a beaucoup de Chinois qui participent à ce concours. On va souvent en Chine, etc. aussi pour parler de ça. Donc ça c'est très important. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on... Donc il faut vraiment avoir une longueur d'avance, c'est le message que je veux dire, et je pense qu'on a toujours une longueur d'avance, et heureusement. Alors maintenant, en ce qui concerne l'amélioration de l'analyse, là qu'est-ce qu'on fait? On essaie de théoriser, on essaie de faire effectivement, mathématiquement, grâce aux outils de la théorie de l'information, et grâce également aux collègues qui sont très forts en communication numérique, on essaye effectivement de trouver des vraies métriques d'analyse qui permettent de trouver vraiment pourquoi effectivement cette analyse-là marche mieux qu'une autre. Et en contrepartie, on essaie de trouver les meilleures protections possibles. Alors, bien entendu, au milieu des protections. C'est ça, en fait, notre grosse activité, c'est se protéger. Donc, je ne vais pas parler des protections, on n'a pas le temps, mais je vais vous parler aussi de la façon de valider les protections. Pour idéalement valider les protections, il faut qu'on fasse appel aux vraies technologies. C'est-à-dire on conçoit des circuits, on les teste, on travaille en boîte blanche, c'est-à-dire qu'on maîtrise complètement la techno, et on essaie de voir le comportement. Bon, il me reste moins une minute, c'est ça? Ok, bon, j'ai terminé. Et alors, une chose aussi très importante pour la validation, c'est la simulation, on travaille également sur la preuve. On essaie de formaliser le bien fondé des contre-mesures. Les contre-mesures, c'est la protection, en jargon, d'une façon formelle, grâce aux outils de preuve formelle, par exemple. Voilà. Et puis, on a une forte activité donc, de conception, j'insiste là-dessus. On a un laboratoire sécurité où aussi on conçoit des circuits pour la fiabilité, mais aussi pour la sécurité, de façon à vraiment valider in situ le bien fondé de toutes nos études. C'est pas uniquement des maths, on fait beaucoup de maths et de théorie, mais on fait aussi beaucoup de physique et d'électronique. Merci beaucoup pour votre attention. C'était vraiment très court. Je salue ta performance de compression, mais tu t'es mis la pression tout seul. Non, tu disais que c'était un exposé de 2 heures qui est passé à 15 minutes. Ah oui, personne ne t'a dit que tu allais parler 2 heures. Donc, bon, merci Jean-Luc, c'était tout à fait intéressant et on sent qu'il y a je veux dire, ce que tu dis dans tes 100 slides, il y a autant de questions possibles. Donc là, il y en a une ici. Voilà. Oui, bonjour, Thomas Lambelet de l'École des Mines d'Alès. Donc j'ai une question sur la sûreté, sur la première partie. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait des modèles de vieillissement. Bon, il y a le modèle général en baignoire, mais il y a des modèles spécifiques pour un système de vieillissement. Est-ce que vous distinguez un modèle de vieillissement pour l'électronique et un modèle de vieillissement pour le logiciel?
Y a-t-il d'ailleurs Pour le logiciel, oui. je dois avouer que moi je ne sais pas franchement s'il y a un modèle de vieillissement pour le logiciel. Peut-être que Derrida qui connaît mieux que moi le problème, non? A priori non. Mais peut-être. Tu l'amènes vers toi. Il est allumé, mais tu l'approches de ta bouche fortement. D'accord. Donc la question sur le vieillissement des logiciels, elle est simple. Pour nous, on ne s'en occupe pas. Désolé. Donc nous nous occupons en fait de tout ce qui est problématique liée au matériel. Donc les défaillances qui sont liées au dysfonctionnement matériel. Donc, on a des vieillissements effectivement, on a des modèles de vieillissement pour les transistors. Et à partir de ces modèles-là, donc on va estimer, savoir l'impact de ce vieillissement sur le vieillissement de la fonction. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de concevoir des architectures, que ce soit pour les télécommunications ou d'autres applications. Mais ce qui nous compte pour nous sommes comme des utilisateurs de ces technologies-là. Donc ce qui compte, c'est l'impact de ce vieillissement sur notre produit, le produit qu'on va concevoir. Donc on ne regarde pas, c'est une question intéressante, mais on ne s'occupe pas, dans le cas de nos activités, du problème du vieillissement du logiciel. C'est intéressant de discuter sur ça. Merci pour ce complément de réponse. Ça répond à votre question ou pas? Oui, oui. Oui, mais la question de vieillissement de logiciel, il faudrait préciser qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un logiciel qui devient obsolète parce qu'il n'est plus compatible, ou est-ce que le logiciel tout seul, il ne va pas se mettre à vieillir de manière organique, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous entendez par vieillissement du logiciel? Il y a des logiciels qui, effectivement, à un moment donné, la version n'est plus opératoire, elle est dépassée, etc. Mais le logiciel tout seul, si je le laisse dans un coin en train de tourner, a priori, mécaniquement, je ne sais pas ce que ça veut dire, vieillir. Oui, donc c'était la question, mais le logiciel est jamais tout seul, il travaille avec d'autres logiciels, d'autres composants, il y a des mises à jour un petit peu partout. Donc l'environnement, pas uniquement matériel, l'environnement logiciel de ce logiciel précis évoluant, il y a une sorte de fatigue ou de vieillissement aussi. Voilà. Oui, ça bien sûr, de ce point de vue-là, oui. Mais ce n'est pas juste une question de sécurité ou de sûreté. Là, il y a une question de compatibilité globale ou de cohérence dans un environnement, en fait. C'est aussi un problème de sûreté, puisqu'il y aura des défaillances. Oui, absolument. En termes de défaillance, oui, je suis d'accord. Ok, tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'avais une toute petite question, mais juste pour ma gouverne personnelle. Tu disais qu'on peut effectivement, il peut y avoir des attaques, par exemple, par injection, ou par, on peut chauffer un composant. Comment est-ce qu'on peut chauffer un composant par une attaque? On peut chauffer un composant à distance, ou on peut faire en sorte qu'il se mette à chauffer Ouais, chauffer à distance, je sais pas. Non, mais non, en fait, on met simplement dans une étude, par exemple, où tu as... Oui, tu mets un radiateur, tu chauffes. Enfin, et alors, c'est une attaque en faute dite globale. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dans un circuit, l'endroit sensible où il y a un secret, il n'est pas sur toute la puce, il est dans un endroit bien précis. Donc les attaques locales de type laser ou injection électromagnétique sont beaucoup plus efficaces parce qu'elles ciblent directement l'endroit où ça fait mal. Mais les attaques globales, ça marche aussi très bien sur des circuits pas trop gros. Mais statistiquement, des fois, on arrive effectivement à fouter là, parce qu'en fait, il faut fouter un endroit précis, également à un moment précis. Hein. Donc, il faut un point d'intérêt bien précis dans l'espace et dans le temps. Hein. En fait, je pensais carrément à des... Quand je disais le chauffer à distance, dans le sens où on peut le faire surfonctionner. C'est-à-dire que si tu te mets à le surcharger en termes même de... Tu vois, si tu prends même un composant, tu peux le faire travailler de manière à ce que... c'est une très bonne idée, ça fait une cyberattaque en fait. Oui, c'est ça, c'est à ça que je pense, absolument. C'est-à-dire de créer une défaillance matérielle par une cyberattaque. Tout à fait, mais normalement les composants sont dimensionnés pour prendre en compte un taux d'activité important quand même. Hein. C'est intégré dans la zone de fonctionnement du composant. Enfin, un taux d'activité élevé. Quoi. Bon, merci Jean-Luc. Il y a plein de questions, mais on va s'arrêter là. Merci encore.